Au cœur de la forêt boréale du Québec se trouve une région reconnue pour ses contrastes et ses grands espaces sauvages. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans la zone boréale. Les traditions culinaires autochtones sont plus complexes et variées qu'on pourrait le penser. La pêche et la chasse représentaient évidemment une partie importante de l'alimentation des Premières Nations. Mais l'agriculture était déjà pratiquée chez certains peuples avant même l'arrivée des Européens. On cultivait les trois sœurs, la courge, le maïs et le haricot. Plusieurs modes de cuisson différents étaient utilisés par les Premières Nations. On pouvait piquer ou suspendre la viande pour une cuisson indirecte. On faisait fréquemment des potages et des bouillons. Le fumage du poisson et le séchage de la viande aidaient à la conservation. On cuisait aussi les aliments à l'aide de pierres chaudes dans des fosses à cuisson, dans le sable ou dans des poteries. Quand on pense cuisine qui a traversé le temps, on pense à la bannique, ce pain plat traditionnel des Autochtones et des premiers colons et trappeurs. S'il existe autant de recettes que de familles qui la préparent, j'ai choisi d'aller voir Jency Grégoire, chef de formation et d'origine autochtone. Qu'est-ce que c'était au juste la bannique? C'était leur pain? Oui, c'est le pain traditionnel de survie, on va dire, des Autochtones, qui est un pain dense. Fait que ça les tenait en haleine longtemps pendant leur route. La bannique, ça s'est jamais perdu. Tu sais, on va dire aujourd'hui, on a beaucoup perdu notre langue, mais on s'efforce pour la garder, la maintenir. Puis, mais la bannique, c'est quelque chose qui se perdra jamais. C'est culturel. Ouais, puis c'est culturel, oui, mais aussi c'est réconfortant. Oui. Parle-moi de tes origines. Tu es au Saguenay-Lac-Saint-Jean déjà depuis quelques années. Oui, ça fait faire 14 ans en tout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le fond. Le terroir ici est tellement vaste, il est tellement beau qu'on ne peut pas s'empêcher de cuisiner. Ma passion de cuisinière est revenue. Quels produits tu vois qu'on consomme aujourd'hui que tu peux dire que c'est des choses qui nous ont été léguées? Tous les poissons, les manières de cuisson. Beaucoup d'Autochtones connaissaient déjà leur manière de cuisson. Eux autres faisaient leur propre épice pour garder la viande longtemps. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les jerky, là, ça vient des Autochtones aussi. Oui, on faisait c'est vrai. sécher notre propre viande, puis on le fait encore d'ailleurs aujourd'hui. Fait qu'on serait prêt à la cuisson. Déjà? Ouais, c'est pas long à faire. C'est quoi le secret d'une bannique? Faut pas trop pétrir. Faut vraiment Moi, je t'ai pas vu, trop t'avais comme pétrir. tout avec délicatesse. Oui, c'est ça. puis- Plus qu'on pétrit, plus que la bannique va être dense. Puis ça, on veut vraiment pas ça, là. On enfourne. Yes! Est-ce que tu penses que, parce qu'on est vraiment une région de chasse et pêche au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui nous a été plus légué des Autochtones? Est-ce que les Autochtones devaient chasser puis pêcher? Oui, ils vivaient de ça, en fait. Ouais. Ils se nourrissaient que de ça. Ils n'allaient pas à l'épicerie, tu sais. C'était rare qu'on voyait un Amérindien aller à l'épicerie pour se faire une... tu sais, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se nourrissent encore de chasse et de pêche. Qu'est-ce qu'on chassait? Qu'est-ce qu'on pêchait ici? Ici, le doré, La Wananiche. la wananiche. Après ça, c'est quoi l'autre? Le brochet. Ah oui, c'est vrai, du brochet. Fait que, Puis tu vois, c'est des poissons qui sont encore pêchés aujourd'hui, puis c'est des poissons ouais, qui sont encore mangés chez les ménages, Ouais. puis chez les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. ouais, pas mal. Puis au niveau de la chasse, L'orignal, au niveau de la chasse, le on chassait l'orignal. castor. On peut manger du castor. Ouais, on mange du castor. OK. Faut braiser longtemps, par exemple. Là. Tu sais, c'est quand même Ouais. une viande coriace, là, puis très grasse. Tu sais, ça vit dans l'eau quand même, un castor. Ouais.
Quand la colonisation a commencé, c'était plus des mijotés, c'était plus... T'avais des viandes, de la patate, des choses comme ça. Comment qu'on pourrait décrire l'alimentation des Autochtones? Ben, je pense que c'était plus ça, comme tu dis, justement, des mijotés, puis tout ça, c'est ça qu'on faisait dans le Ouais. temps. On braise, oui, la viande, mais tu sais, le canard aussi, on le faisait cuire longtemps dans le four, puis dans le four à bois, là. Ouais. Puis on le faisait tourner aussi sur un feu. Fait que c'est au son que tu es capable de voir, Jency. Oui, si c'est ça prêt. résonne comme un tambour, dans le fond, là. Je sais pas si vous entendez un peu, là. Tu vois, là, elle est presque prête, là. On sent que l'humidité est presque, Elle est presque tout évaporée, sortie. là. Puis là, il resterait encore un petit 5 minutes, puis on serait prêt, là. Dans le fond, quand on coupe la bannique, on a tout notre petit rituel. Tu sais, on va Ouais. bénir le pain pour remercier le Créateur de nous en donner encore sur notre assiette. Tu sais, on fait juste un petit signe de croix. On coupe la bannique, là, on peut voir ici là, toute wow. puis la chaleur, là, tu sais, ça sort du four. Puis tu sais, quand je disais dense, là, on le voit bien, là, elle est vraiment dense. Puis c'est toutes les herbes, tu sais, puis les petits fruits que j'ai mis à l'intérieur séchés, là, les graines de chanvre, les graines de lin. Moi, c'est la première fois que j'en mange la bannique, là. Pour vrai? Ben oui. Je t'ai jamais fait manger de la bannique. Non. Ah ouais! Ça sent bon. C'est bon. C'est chaud. J'ai l'impression que je vais manger dans toutes les émissions. Afin de fouiller les origines de notre identité culinaire, je suis allée discuter histoire avec Éric Tremblay, historien. Comment tu résumerais la différence entre la cuisine dans le temps de la colonisation puis de la façon dont on se nourrit aujourd'hui? Selon moi, il y a 3 phases là-dedans. Il y a une première phase où on mange ce qu'on produit, le petit peu qu'on produit. Après ça, l'électricité et la réfrigération vont arriver. Et là, on va pouvoir conserver de plus en plus de nourriture. Même si on faisait à l'hiver, nous, on avait au moins l'hiver ici, on pouvait Ouais. conserver des choses. Et à partir des années 60-70, là, c'est une ouverture sur le monde gastronomique qui va se faire. J'imagine que ça lui prenait de l'énergie puis des protéines pour être capable d'aller Il ne faut pas penser que ces gens-là avaient une assiette vide ou fade ou pas de couleur, là. OK. Bien sûr qu'il y avait beaucoup de viande, Ouais. des viandes de bois. Comme au lac Saint-Jean, il y avait beaucoup de pêche. Ah oui. fait Hein, c'est beaucoup de comme ça poissons que les dans colons au l'assiette. début du lac Saint-Jean ont survécu parce qu'ils pêchaient. Au Saguenay aussi, mais c'est plus important Ouais. au lac Saint-Jean. Après ça, tu as tout l'aspect aussi, la mise en conserve, le pain qu'on fabriquait avec le blé. C'était pas de la cuisine élaborée dans le sens que quand on fait le plat, mais l'assiette, selon moi, était assez diversifiée. Puis si on le présente de même, on avait facilement les 4 groupes au 19e Ouais. siècle. Ça fait que c'était pas une nourriture. Puis c'est sûr que ces gens-là devaient manger beaucoup. Je vais vous dire quelques mots d'une belle cuisinière. Elle soigne ses troupeaux comme une belle bergère. On a l'image du chantier où le gars mange 12 toasts, 12 œufs, 8 plats de bines le Le matin. gros mijoté. C'est ça. Bon, c'est sûr que ces gens-là travaillaient du levant au couchant. Ouais. Ça lui prenait une nourriture lourde. Puis bien sûr que les bines faisaient partie, c'était pas cher. Ouais. Ça se faisait facilement. Mais tu sais, on en manquait aussi des bines d'un chantier. Il fallait faire de la sauce à la poche avec de la farine, puis du lard maigre, tout ça. Bien sûr que ça prenait des nourritures consistantes pour le travail agricole et le travail forestier. Souvent, moi, quand je pense à la nourriture des colons, tu me dis si je me trompe, mais j'imagine les grosses soupières puis les gros mijotés. Est-ce que c'était ça? Bien, notre bouillie, c'est un peu une tradition de Ouais. cette époque-là. On est dans le temps des bouillies. Ouais. Fait bien sûr qu'on faisait des plats avec beaucoup de légumes, de la viande, un peu comme on fait aujourd'hui, la fameuse tourtière, Oui. qui se faisait plus avec la viande de bois au 19e OK. siècle qu'aujourd'hui, on la fait avec de la viande hachée ou de la viande en cuve. Mais à l'époque, on la faisait plus avec la viande de bois. Si je te demandais, d'après toi, si on regarde l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quoi les éléments de l'alimentation qui définissent le plus le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Disons qu'on en reçoit des gens, des Français ou d'autres personnes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Une soupe aux gourganes, Oui, une tourtière, oui. puis un pâté de bleuet. Selon moi, en tout cas, quand on veut présenter ce qu'on fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Bon, après ça, on peut ajouter des fromages, on peut ajouter Ouais. du raffinement qu'on a aujourd'hui. Mais si on regarde plus la bouffe traditionnelle, bon, je pense que c'est vraiment ces 3 éléments-là qui caractérisent le Saguenay-Saint-Jean. Il ne faut pas oublier aussi que nos ancêtres prenaient souvent un bon déjeuner le matin. Ouais. Souvent, ils s'emmenaient, genre, tu sais, on voit ça dans les films, là, un pain enveloppé dans une serviette. oui. Ou bon. Souvent, ils mangeaient au champ. Hein, après l'Angélus, il y avait l'Angélus du midi. Puis après ça, ils prenaient un gros repas le soir à 7 heures. Parce que justement, il n'y avait pas de temps à perdre. Ouais. La saison agricole est assez courte. Malgré qu'il y ait du chômage, les colons sont pleins de courage. La terre est pas défrichée, que la famille a augmenté. Parle-moi de la tourtière. Il y a sûrement des gens qui doivent te poser des questions sur la tourtière, de où ça Ouais, puis il y a vient, comme, de- il y a qu'est-ce comme qu'on 2 sait? origines. Tu sais, des fois, ça s'entrecoupe. Il y a la fameuse histoire de la tourtière avec la tourte. Hein, le pigeon qui est disparu en 1914 dans un zoo de Cincinnati le dernier. Mais le plat à l'époque de la Nouvelle-France, où on faisait la tourtière, Ouais. ben c'est une tourte, le plat. Fait que, tu sais, il y a comme 2 origines. Parce qu'on faisait déjà des pâtés à l'époque de la Nouvelle-France. Avec qu'on- de la viande, puis... On sait que ça vient, parce que Charlevoix aussi consommait de la tourtière. Ah puis oui. Est-ce que c'est vraiment les 2 régions qui sont plus typiques ou tout le Québec mangeait de la tourtière? Par puis rapport nous à la autres, on- tourtière qu'on connaît, nous, Ouais. on dit que c'est la vraie tourtière. Là. Non, mais tu sais, chaque région a, sa vraie tourtière. a sa vraie tourtière. C'est sûr que celle-là de Montréal, des fois, qui se fait pâté à la viande, nous, ça Ouais. nous rejoint moins. Mais bien sûr qu'il y a d'autres régions du Québec qui ont ce qu'ils appellent une tourtière, mais pour nous, c'est pas une vraie tourtière. Le cipote. Le cipote, c'est une forme de tourtière aussi. Lui, ça vient plus justement du pâté qu'on faisait à l'époque de la Nouvelle-France, OK. puis qu'on fait encore en Acadie. On Ouais. fait encore un genre de pâté de main traditionnel en Acadie. Puis est-ce que c'était des repas de fête, ces tarte au bleuet, tourtière, soupe aux gourganes, ou c'était des choses qu'on mangeait tous les jours? Non, selon moi, c'était de la nourriture de semaine, de soir plutôt. L'alimentation au moment où naissait notre région a été marquée par la nourriture qui devait assouvir l'appétit des défricheurs, cultivateurs et de leurs familles. La majorité des terres agricoles du Canada étaient exploitées par des familles nombreuses, priorisant leur autosuffisance. Les légumes racines, la volaille, le porc et le bœuf, les produits de la chasse et les légumineuses ont longtemps constitué l'alimentation de tous les jours. En ce qui concerne les fruits et légumes, le choix était restreint et à la merci de Dame Nature. On faisait donc beaucoup de conserves. Et lentement, plusieurs changements sont venus marquer l'histoire et ont fait évoluer les façons de faire et notre façon de se nourrir. Comment qu'on peut s'imaginer les développements urbains? Parce que là, les colons s'installent, on prend des terres, 1 000 entre chacun, on cultive. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour survivre? J'imagine qu'on prend aussi le bois qu'on a coupé au début pour construire nos habitations. Puis comment qu'on peut imaginer le début, pas nécessairement urbain, Non, mais de là, on est dans le modèle village, puis agricole de- depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on Ouais. dit? C'est sûr que le modèle urbain, lui, va se développer avec le commerce qu'il va fournir. OK. Hein, dès les années 20, on va voir arriver les premières laiteries, première distribution de lait dans les maisons, distribution de fromage. Et là, c'est là les laitiers vont faire goûter le fromage aux gens. Puis là, les gens vont dire, ah, c'est pas si pire que ça, le fromage qu'on produit. Fait bien sûr que les restaurants vont arriver. Même si on prêche Chicoutimi, la Racine, au début du 20e siècle, il y a plein de restaurants. Déjà? Personne ne veut vivre à l'ancienne. Hein? Quand Ouais. l'électricité est arrivée, il n'y a personne qui a dit « je veux pas l'électricité ». Moi, quand on connaît les bienfaits de la modernité, que ça nous aide dans notre travail, bien sûr, c'est la même chose quand des modèles économiques arrivent, puis que ça profite à tout le monde, mais on ne dit pas on ne veut pas les avoir. Fait que là, ça devient un succès. Après ça, les plus grosses municipalités les font. Comme les coops de consommation, c'est plutôt dans les villes de compagnie que ça a commencé au début. Après ça, ça a été arrivé dans d'autres municipalités, dans les petits villages. Et là, ça fait boule de neige. Les institutions aussi influencent. On n'a pas parlé, mais disons, je prends ici les Augustines, le séminaire. Il y avait des fermes modèles, ces gens-là. Ah oui, Fait que les des agriculteurs, tests. souvent, à fine pointe, fait qu'ils prenaient, ils étaient influencés par ces fermes modèles-là que les communautés religieuses avaient, mais Presse aussi avait des fermes modèles. OK. Il y avait une des plus grandes fermes qu'on a eues, c'était à l'Abbé, ici, pas loin. Puis c'était une ferme modèle agricole de Presse au 19e siècle. Et il y a beaucoup, comme les premières machineries agricoles, c'est qui tu penses qu'elles les a eues ici? C'est pas les pauvres agriculteurs. là. Ouais. C'est les institutions religieuses ou Price qui ont eu des premières machines agricoles. Ils ont dit, hey, tabarouette, hein?
Ça On va aide, essayer de se ramasser de l'argent pour nous aider. Ça fait que quand la moissonneuse-batteuse va arriver, la première révolution technique qu'on va avoir au Québec et au Lac-Saint-Jean, c'est la moissonneuse-batteuse qui va arriver dans les années 1880-1890. Puis, parle-moi de la ferme modèle dont tu me parles. L'objectif d'une ferme comme ça, c'était... Comme Price, c'était de nourrir les chantiers. Les institutions religieuses, c'était de nourrir la communauté. Puis on vendait le surplus de cette production-là parce qu'il était immense, ces fermes-là. Et bien sûr que ces gens-là se tenaient au courant. C'était des gens qui allaient à l'extérieur, c'était des gens qui lisaient, qui lisaient C'est comme les les premières formes commerciales, parce que là, on cultivait pour nourrir d'autres personnes, puis pour nourrir des chantiers, puis pour nourrir... Exactement. Ça influençait les gens. Puis c'est comme ça qu'on apportait l'innovation en agriculture. Ça venait souvent des communautés religieuses, des fermes modèles. Si on pense à nos villages usines, là, tu sais, comme Val-Jalbert, comme à l'Abbé aussi. Mais l'Abbé, on est plus récent, par exemple. Hein? Bien, Port-Alfred, on est en 1917. Comment qu'on se nourrit dans ces villages-là? Ils ont toute une ferme comme ça ou... Non, rendu à cette époque-là, je te dirais dans les années 10, dans les années 20, c'est le commerce. Pourquoi tu vois les villes de compagnie comme Arvida ou d'autres villes, le commerce était si important? Bien, justement parce que le travailleur est à l'usine. Et vu qu'on organise un peu la vie de tout le monde, que ce soit du côté de l'alimentation, des loisirs ou peu importe, fait bien sûr que là, c'est là qu'il va arriver les premiers supermarchés. C'est là qu'il va arriver une forme de commerce. Et c'est aussi là qu'il va arriver une forme de commerce des épiceries communautaires. Des coops qui vont permettre aux gens, surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, qui vont permettre aux gens de se nourrir, d'acheter, un peu comme la recette aujourd'hui, d'acheter de la nourriture à peu de frais. Puis le modèle des coops dont tu me parles, on est précurseur? Est-ce qu'on a développé des modèles différents des autres ou est-ce qu'on s'est inspiré et on a bien su l'utiliser? Précurseur. On est dans les mêmes années que ça se fait ailleurs. Okay. Souvent, ces modèles-là viennent soit d'Europe, soit des États-Unis, bien sûr. Et après ça, bon, il y a des gens qui sont informés, il y a des gens qui sont lettrés ici, il y a les journaux. De nos jours, les plus grands influenceurs au niveau de l'alimentation, ce sont les chefs. En général, des passionnés qui travaillent fort. Ce qui est difficile, c'est de faire un menu qui ne change pas trop et de commander chez un seul fournisseur. Pourtant, plusieurs chefs refusent de s'en contenter. On veut offrir un menu collé aux producteurs locaux, aux saveurs locales, s'inspirer de leur travail pour offrir une assiette aux couleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais est-ce que le consommateur est prêt pour ça? Est-ce qu'il le demande? Je suis allée en parler avec Mathieu Fraser, un de nos ambassadeurs de saveurs. Quand tu regardes où est rendu le consommateur aujourd'hui, est-ce que tu ressens qu'il y a des changements dans les dernières années? Ce que je remarque vraiment, c'est que le consommateur, il veut savoir d'où est-ce que ça vient, mais on a encore un petit travail à faire pour dire, oui, tu vas payer plus cher, mais si on s'y met tout, c'est peut-être juste une question de temps. Puis on va donner du volume à ces gens-là, puis on va leur redonner une place dans le marché qui se font voler par la grande industrie, là, malheureusement. Donc, on a tant un travail en tant que chef à faire de se dire, bon, mais ça va peut-être être des marges bénéficiaires plus petites, puis on va réussir à le mettre dans l'assiette, puis on va faire triper le client. Ouais. Et peut-être le consommateur aussi, de se dire, oui, je suis prêt à manger local, mais malheureusement, il faut se dire malheureusement, on a peut-être encore des fois à mettre un petit peu plus la main dans notre poche pour manger local, mais c'est un travail en amont et en aval, tu sais, du chef et du consommateur, je crois. Tu sais, quand tu me dis on va faire triper le client, penses-tu que si on retourne, mettons, nous autres, quand on était enfants ou qu'on retourne plus ado dans les années 90, tu penses-tu qu'on avait besoin de faire triper le client? C'est-tu nouveau, ça? Tu sais, si on recule de quelques années, la cuisine moléculaire était bien populaire. Tu sais, pour avoir 3 macarons Michelin en Europe, ça te prenait un spaghetti en gélatine puis un chaud de glace sèche, tu sais. Aujourd'hui, ça prend peut-être son encore un peu, mais ça dépend peut-être du type d'établissement, tu sais. Si on s'en va vers un établissement qui va être plus haut de gamme, oui, le consommateur va rechercher une expérience complète, mais tu sais, on voit aussi des chaînes de restauration comme La Cage qui vont revoir complètement, sans revoir le concept, mais revoir la ligne directrice du menu. On sait qu'on a 3 grandes étapes d'influence dans notre culture culinaire québécoise.
puis encore plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'on est retiré du reste du Québec. On a été un bon bout de bien coupé, en tout cas. Puis, fait qu'on a certaines habitudes puis certaines choses qui nous viennent des Amérindiens. On a certaines choses qui nous viennent davantage de notre temps de colonisation, tu sais, nos mijotés, nos grosses pièces de viande, les repas plus copieux aussi, puis les repas de fête aussi, parce que, tu sais, on fête beaucoup à l'anglaise et tout ça. Aujourd'hui, premièrement, est-ce que tu es conscient des différentes techniques? Tu sais, quand tu es, mettons, à l'italienne, parce que j'en ai dit deux, mais la troisième, c'est l'ouverture vers le monde aussi, là, parce qu'il y a eu un moment donné où avec l'avenue de... L'immigration d'avant-guerre. Oui, puis après ça, la facilité l'immigration de italienne. Voyage. La cuisine italienne, ça a quand même, pris une place dans notre... c'est là que je suis tombé dernièrement sur mon fil d'actualité Facebook, un petit reportage là, dans Saint-Léonard, là, à ce temps-ci de l'année. Là, on voit les garages tout ouverts, puis les Italiens sont dans le garage, puis ils pressent les tomates, puis ils font leur sauce pour tout l'hiver, tu sais. Ils nous ont amené de l'influence un petit peu. Non, on est des tripeux de pâtes ici. Encore souplement. Cette influence-là qu'on a au Québec, qu'on voit plus dans les grands centres, amène une diversité qui est vraiment agréable. Tu sais, à Montréal, on se pose pas la question. On se pose plusieurs questions quand on va aller au fast-food. Nous, ici, dans les régions, mais là-bas, tu as une diversité, puis ça devient quasiment plus du fast-food, c'est la découverte culinaire. Tu vois, on a tellement eu des influences comme ça qu'on est venu à s'en perdre en tant que Québécois, puis parce que présentement, on cherche en tant que Québécois. On sait ce qui est italien, on sait, mais ça va goûter quoi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, au bout de la ligne, tu sais? Oui. T'en penses quoi, toi, de tout ça? On est où là-dedans? Puis comment tu le rêves, ton Saguenay-Lac-Saint-Jean culinaire? Est-ce qu'un jour, on va pouvoir faire comme en Europe, puis être ouvert au gibier sauvage, à une pêche sauvage qui viendrait de notre fjord, puis qui, comme à l'époque du château Roberval, si on remonte au début des années 1900, 1920, entre les deux guerres, beaucoup de notables anglais venaient pour la richesse de notre paysage, mais aussi la richesse de notre terroir, puis de qu'est-ce qui se retrouvait dans l'assiette qu'il n'y avait pas ailleurs, comme la fameuse Wananiche. Moi, j'ai toujours dit, pourquoi on a créé la zone boréale? Ben, on est la Champagne des produits boréales ici. On a notre barrière du parc des Laurentides qui vient nous isoler, qui vient créer un terroir incroyable. Je pense que qu'est-ce que devrait goûter le Lac-Saint-Jean, c'est une cuisine un petit peu plus proche de ces produits nordiques là, qui amènent une saveur qu'on va retrouver nulle part ailleurs. C'est peut-être de se dire, bon, ben le romarin, je peux le remplacer par le sapin baumier, puis je vais aller travailler en ce sens-là. Puis c'est un petit peu qu'est-ce que moi, j'essaye de faire. En 1990, je t'aurais dit, fais-moi un repas régional. Tu m'aurais fait de la soupe aux gourganes, de la tarte au bleuet, puis une tourtière entre les deux. T'as oublié le raid de champagne? Avec du raid de champagne. En 2017, je te demande, fais-moi un repas régional, fais-moi quelque chose qui goûte le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ferai un petit détour à Saint-Fulgence, à la vieille ferme, sur le bord du fjord, acheter de l'agneau. Ensuite de ça, ben c'est sûr que je voudrais te faire goûter un petit peu à nos épices qu'on a. Puis, j'aurais pas le choix d'y intégrer des produits faits ici par nos artisans. Que ce soit le gin kilomètre 12 maintenant de la distillerie du Fjord, que ce soit une bière de nos nombreuses microbrasseries, que ce soit le cuisiner avec un fromage de nos nombreuses fromageries. Donc maintenant, il y a un dynamisme au niveau de la transformation agroalimentaire ici. Donc on n'est plus calqué dans nos plats traditionnels. Et on a tellement une richesse d'artisans qui, à chaque matin, se réveillent pour que ce soit bichonner leurs bêtes ou prendre soin de leur récolte, qu'on n'a pas le choix de faire parler ces gens-là à travers notre cuisine. Donc, si tu me demandes de te faire découvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vais te faire découvrir nos artisans dans un assiette. Puis, on verra comment je file à ce moment-là. Puis, mais l'agneau, je partirai de là. C'est pas mal mon péché mignon. Bon, ben on réserve une date. C'est bon. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir.
Les traditions culinaires autochtones sont plus variées qu'on le pense. C'est un mariage de produits frais et de méthodes de conservation. Ces premiers plats savaient déjà composer avec la terre et le climat. Rendus sur place, les colons découvraient des plantes cultivées à grande échelle et sous de nombreuses variétés. On les observait, on apprenait, on échangeait. Et nous nous sommes installés. Jusqu'en 1945, il n'y avait pas beaucoup de moyens de se procurer de la nourriture. On la produit ou on l'achète d'un producteur pour les gens qui vivent dans un milieu rural. On peut aller au marché public ou au magasin général pour les gens en milieu urbain, comme Chicoutimi ou Roberval. Après la Deuxième Guerre mondiale, on entre dans une période de prospérité. Les 30 glorieuses. L'électricité change tout. Les électroménagers entrent dans les foyers. On passe de la glacière au réfrigérateur et l'épicerie, puis le restaurant arrive. C'est donc par mimétisme et par influence que lentement s'est forgée l'assiette d'aujourd'hui. L'alimentation d'aujourd'hui est grandement conditionnée par la publicité, les voyages, le plaisir et la santé. Mais il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'importance que nous accordons au plaisir d'être ensemble, de partager un repas en toute familiarité. Les deux entreprises dont je vous parle aujourd'hui, ce sont les pastilles Charbonneau et Biz, le magasin d'aliments naturels. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'on fait des pastilles au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ce sont des pastilles au miel et le miel fait partie des ingrédients principaux qui composent les pastilles. Elles sont offertes en différentes saveurs comme menthe, citron. Vous avez beaucoup de choix pour tous les goûts. On les utilise pour soulager le mal de gorge, mais c'est tellement bon que vous risquez de les utiliser comme bonbons aussi. Je suis contente de vous en parler, même si je ne vous souhaite pas un rhume. En parlant de miel, je continue avec Biz, le marché d'alimentation saine, parce que Biz sont aussi producteurs de miel. Mais la raison principale pourquoi je voulais vous parler d'eux aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont marchands de la zone boréale. Un marchand de la zone boréale, c'est une épicerie fine ou un marché d'alimentation qui est associé à la zone boréale et qui s'engage à identifier les produits locaux. Ils sont vraiment ouverts aux produits locaux, donc vous allez en trouver différents, des produits frais comme des produits transformés. Et tout ce qu'il faut faire, c'est surveiller la boussole, parce que la boussole est là pour vous guider.